Bonjour à tous, ravi de pouvoir donner suite à cette série de webinaires qu'on a démarré l'année dernière, il y a un petit peu plus d'un an. On était en pleine première période de confinement, en pleine sidération, et on a décidé de créer ce lien et on a décidé aujourd'hui de continuer à le faire perdurer avec une thématique aujourd'hui qui est plus rare à entendre quand on l'associe au pitch et au storytelling, c'est d'associer ces outils dans le monde de la data, de la science et de l'innovation avec effectivement cette question: comment rendre simple les sujets complexes? Parce qu'effectivement, quand on pense pitch, storytelling, design et leadership, on l'associe tout de suite effectivement au marketing, à la communication. Mais une grande partie de nos missions, en fait, est beaucoup plus liée en fait, à l'expertise et à l'ultra-expertise. En intervenant avec des scientifiques, en intervenant avec des experts IT sur des sujets de la data, sur le sujet du développement, sur les organisations agiles. Et tout ça, effectivement, nous amène à travailler avec des experts. Donc, ça va être intéressant au niveau des sondages. Je crois que j'ai réussi à publier les sondages, mais je n'ai pas vu les résultats. Donc, je veux bien, Mégane, que tu jettes un œil, parce que d'habitude, j'ai les résultats des sondages et là, je ne les ai pas. Tac. Donc, sinon, on verra ça en fin de session. J'allume mon micro 2 petites minutes pour t'indiquer que la plateforme a changé. Donc, il suffit que tu cliques sur le petit œil à côté de soumettre le vote et tu auras les résultats. Ah, très bien. Merci beaucoup, Mégane. Alors, voilà, la plateforme évolue. Donc, vous êtes sur Livestorm, que nous, on utilise beaucoup et qu'on aime beaucoup. Mais voilà, là, il y a eu quelques changements et on n'était pas prévenus. Donc, je reprends. Donc, on accompagne régulièrement des experts dont vous faites partie, pour beaucoup d'entre vous, avec effectivement soit cette nécessité d'être un expert et de savoir faire simple, soit d'accompagner les autres à faire simple, soit parce qu'on est leur manager, soit parce qu'on est là pour accompagner le développement des compétences. Et du coup, faut se dire un truc, c'est que oui, clairement, c'est pas facile d'être un expert. On est dans un monde d'hyper-expertise où l'expertise évolue en permanence. À chaque fois qu'il y a une génération qui sort de l'école, elle sait des choses que ceux qui sont sortis l'année d'avant ne savaient pas. Et que la réalité des experts dans l'entreprise, c'est que souvent, on ne les écoute pas. En tout cas, ils ont du mal à se faire entendre. Quand on les entend, souvent, ils ont le sentiment qu'on ne les comprend pas, voire on ne les comprend réellement pas. Et ça, c'est un sujet qu'on va voir. Et puis, quand on les comprend, il y a une autre difficulté, c'est que bien souvent, ce n'est pas eux qui ont la prise de décision. Ce n'est pas eux qui ont la décision finale. Et effectivement, dans ce cadre-là, on demande souvent aux experts de prendre la parole, mais la réalité, c'est que ce n'est pas si évident que ça. Quand j'ai préparé ce webinaire, il y a une histoire qui m'est venue en tête. Certains d'entre vous le connaissent peut-être déjà, c'est le mythe de Cassandre. Donc là, je vous amène dans la mythologie grecque. Le mythe de Cassandre, c'est quoi? Cassandre était une femme magnifique et Apollon tombe amoureux d'elle. Et pour la séduire, il lui donne le don de prophétie. Donc Cassandre est capable de lire l'avenir. Mais au dernier moment, elle se dérobe et elle refuse de passer la nuit avec lui. Et du coup, pour se venger, il lui lance une malédiction. C'est que oui, elle sera capable de prédire l'avenir, mais quand elle parlera, personne ne la croira. J'aime cette analogie parce qu'elle me fait penser effectivement à la posture de l'expert aujourd'hui, qui par sa capacité à appréhender un monde complexe, des enjeux complexes, des technologies complexes, et des experts qui sont capables de voir ce qui va se passer, mais qui ont au final un mal fou à rendre ça simple pour le rendre compréhensible par les autres, et donc utilisable par les autres, et donc d'avoir un impact et une influence sur les autres. Alors, on parle expert et influence. Il y a une première chose qu'on est parfaitement capable d'accepter, c'est que finalement, quand on est ultra expert ou chercheur, on n'a pas signé pour ça, quoi. On n'est pas là pour rendre simple les sujets complexes. J'ai déjà eu ce cas-là en accompagnant une chercheuse en particulier, je me rappelle. Je devais la former au pitch et j'avais formé beaucoup de ses collègues. Et elle, clairement, effectivement, alors elle a bien travaillé la formation, il n'y a pas de problème. Mais clairement, pour elle, ce n'était pas son sujet. Ce n'était pas son travail de rendre simple les sujets complexes. Son travail, c'était de chercher et de publier à ses pairs le résultat de ses recherches pour qu'eux-mêmes puissent continuer des recherches, ce qui est parfaitement légitime. Inversement, je vous parlais sur le dernier webinaire d'un accompagnement qu'on avait fait avec des développeurs de chez Le Bon Coin. Effectivement, on pouvait se dire que les développeurs du Bon Coin sont légitimes de dire « Attendez, je ne vais pas signer pour ça, moi. Moi, je suis là parce que j'aime le code et j'ai envie d'avancer, et donc ça suffit. » En revanche, il y a une réalité. C'est que peu importe votre niveau d'expertise, à chaque fois que vous allez avoir un projet qui vous tient à cœur,
À chaque fois que vous allez avoir envie de pousser une idée, eh ben, vous allez devoir mettre dans la boucle et embarquer des gens qui n'ont pas votre expertise. C'est comme ça. Parce qu'effectivement, dès qu'il faut faire décider quelque chose, dès qu'il faut faire financer quelque chose, dès qu'il faut déclencher une innovation ou ne serait-ce que se réorganiser, bah, on se retrouve à devoir animer un manager qui, techniquement, n'a pas forcément votre expertise. Et d'ailleurs, de plus en plus, on a des structures managériales qui sont des spécialistes de comment animer les hommes et les femmes, mais qui ne savent pas tout ce que savent les autres, qui sont des experts dans leur domaine. Et donc, du coup, effectivement, vous devez vous préparer à ça. Si à un moment donné, votre plaisir ou votre ambition consiste à embarquer les autres et à participer à changer les choses, oui, vous devez être capable de vous préparer à embarquer des gens qui en savent moins que vous. Or, la réalité, quand on cherche à embarquer quelqu'un qui n'a pas votre expertise, hein, j'aime beaucoup cette image-là, hein, quand vous chopez quelqu'un dans un couloir, alors maintenant un peu moins dans un couloir, mais voilà, au détour d'une réunion Zoom ou Teams, quand vous chopez quelqu'un qui n'a pas votre expertise, mais qui peut d'une manière ou d'une autre accélérer votre projet, accélérer la décision, le financement, la validation, le go ou pas, hein, bah effectivement, votre responsabilité, c'est d'être simple et clair. Parce que face à quelqu'un qui a le pouvoir de décision, si vous n'êtes pas simple et clair, bah, il a deux options. Soit il se dit que décidément, vous ne faites vraiment pas d'efforts, soit il se dit que vous essayez de l'endormir. Et cette réaction, elle est naturelle. Mettez-vous à sa place, quelqu'un vient vous voir en disant « Ah, j'ai un super projet » et vous ne comprenez rien à ce qu'il vous dit. Eh bien, vous avez le même schéma. Vous vous dites soit il ne fait pas d'efforts, soit il essaie de m'endormir. Et c'est là qu'on en vient à la responsabilité de l'expert. Alors, je vois dans le chat que oui, le chercheur a un devoir de vulgarisation et puis en même temps, on n'est pas forcément obligé de vulgariser. Et la réalité, c'est qu'effectivement, on peut choisir entre les deux. Maintenant, effectivement, à partir du moment où vous voulez mettre en mouvement les choses, oui, à un moment donné, cette responsabilité vous incombe. Et Einstein le disait mieux que moi. Hein. Einstein disait, si vous ne pouvez pas expliquer quelque chose simplement, c'est que vous ne l'avez pas suffisamment compris. Et qu'à un moment donné, oui, votre responsabilité est de faire simple. Pourquoi? Parce que si vous, en tant qu'expert, n'êtes pas capable de le faire, qui le fera? Qui prendra la parole et qui rendra simple à votre place? Bah, soit quelqu'un qui en sait moins que vous, soit quelqu'un qui a de moins bonnes intentions que vous. Et là, on est à un sujet qui, enfin, à titre personnel, me passionne énormément. C'est que moi, j'ai la conviction qu'effectivement, dans un monde où on croise beaucoup de gens qui sont persuadés d'en savoir assez, bah, les experts ont la responsabilité de rendre la complexité désirable. On vient de passer 1 an de pandémie. Alors, on a vu passer des experts, hein, des experts autoproclamés, des faux experts, des vrais experts qu'on n'entend pas, des experts qu'on n'a pas compris, des experts qui avaient raison trop tôt. On a vu toute une panoplie d'experts. Et à un moment donné, on se rend compte qu'effectivement, on a un mécanisme cérébral qui fait que nous, bah, on a l'impression d'en savoir assez. Et que tant qu'on n'a pas quelqu'un qui rend désirable la complexité, bah, c'est facile de se tromper. Et pourtant, nous, tous les jours, on décide à partir de ce qu'on a compris. Hein. On décide si on met le masque ou pas. On décide si on va être raisonnable ou pas. On décide si on se fait la soirée avec les copains ou pas. Hein. Et c'est en fonction de ce qu'on a compris de la décision, des experts, qu'on va prendre une décision. Ça, c'est valable dans notre vie de tous les jours depuis 1 an. Et c'est valable dans la vie de l'entreprise en permanence. Et les experts, oui, ont la responsabilité de rendre la complexité désirable, de créer l'intérêt pour la complexité. Alors, pour ceux qui nous connaissent, vous savez qu'on accompagne ça. Hein. On accompagne les experts, on accompagne globalement tous ceux qui ont besoin de développer une parole pour changer les choses avec le UpStory, hein, qui est la méthode de storytelling agile qu'on a créée avec Bruno Clément, mon associé, il y a 8 ans, et qui permet pas à pas de transformer une idée en une histoire. Et ça, c'est valable, effectivement, bah, pour une direction marketing qui veut lancer une nouvelle offre, comme pour un chercheur qui veut proposer un nouveau sujet de recherche dans le cadre du portefeuille de recherche de l'entreprise. Et effectivement, pour transformer une idée en histoire, il y a en permanence 4 étapes qui sont tout autant valables pour les experts que pour les autres. La première étape, c'est l'étape du pitch. Alors, ce n'est pas faire le spectacle, le pitch, hein. C'est justement rendre clair. Avoir cette exigence d'être capable de rendre clair le sujet indépendamment des gens à qui je m'adresse. Et on va voir ça, effectivement, de développer cette capacité de l'expert à s'adapter. Le deuxième sujet, c'est le sujet du storytelling. On va y passer un peu de temps aussi, hein. C'est d'abandonner les plans analytiques
que les experts ont appris dans leurs études. On a tous appris ça à l'école, thèse, antithèse, synthèse, j'appelle ça les 3 mamelles de l'ennui, mais d'adapter des plans narratifs qui sont faits pour capter notre intérêt. Et qu'à un moment donné, ce n'est pas parce qu'on est sérieux et expert qu'on ne doit pas prendre soin de l'attention qu'on nous accorde. Le troisième sujet qu'on abordera aussi un peu, c'est le story design. C'est par la nécessité de mettre en scène ces présentations, le duo qu'on va former entre soi et les slides. Là, je ne sais pas est-ce que vous voyez la slide s'afficher, parce que moi j'ai un écran un peu particulier, mais effectivement, je travaille un duo, même en visio, entre ce que je suis en train de dire et ce que j'affiche. Avec un objectif, c'est de créer une cohérence qui va augmenter l'impact de ce que je suis en train de dire. Et là aussi, effectivement, on va voir que PowerPoint n'est pas l'ennemi de l'expert, bien au-delà. Bien au contraire. Et puis la dernière étape, c'est le leadership. Et là, de toute façon, on est déjà de plein pied dans cet état de leadership, c'est-à-dire l'émergence d'experts leaders qui ont compris que l'expertise n'a une vraie valeur que si elle permet d'influencer et de mettre en mouvement les autres. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, concrètement, ce webinaire, on va le dédier à permettre aux experts ou à ceux qui accompagnent les experts d'avancer sur ce fil ténu qui a pour objectif de simplifier sans être simpliste, de rendre clair sans tricher et sans tromper, de faire comprendre le complexe sans trahir le réel. Alors, quand je dis qu'on est sur un fil, oui, ça nous amène à plusieurs défis, et le premier défi, c'est d'assumer que, oui, faire simple, c'est pas simple. Déjà parce qu'il y a plein de tentations, et les premières d'entre elles, c'est d'hésiter entre deux profils. Alors, d'un côté, l'expert. Donc, l'expert, qu'est-ce qu'il a, lui? Il sait des choses que les autres ne savent pas. Donc, du coup, il prend la parole pour montrer qu'il sait des choses que les autres ne savent pas. Et on reconnaît cet expert parce qu'il a une phrase clé. Allez, on sait tous les éprendre à la formuler. C'est de dire, attention, c'est pas si simple que ça. Et cette phrase, certains d'entre vous m'ont déjà entendu dire à quel point elle est paradoxale. On demande à un expert de prendre la parole parce qu'il sait des choses que nous ne savons pas et nous avons besoin de ce qu'il va nous dire pour prendre une décision qu'on ne peut pas prendre sans son expertise. Et lui nous dit très rapidement que, attention, c'est bien plus compliqué que ce que je crois. Du coup, qu'est-ce que je fais de ce qu'il me dit? À quoi me sert cette intervention? Au final, pas grand-chose. Et de l'autre côté, on a un autre profil qu'on a tous déjà vu et qu'on est tous aussi tentés d'incarner, c'est le showman ou la showwoman. C'est-à-dire celui qui parle pour montrer qu'il aime prendre la parole. Et donc lui, il a une tentation, c'est de dire « Ah non, mais c'est simple ». En revanche, est-ce que c'est vrai? Est-ce que les choses sont si simples? C'est pas vrai. En revanche, effectivement, ça nous amène à une tentation, c'est de développer le sentiment qu'on a compris alors qu'on n'a pas vraiment compris. Et on peut tous se laisser prendre à ça. Et à ce titre-là, j'ai une confidence à vous faire. Il y a quelques années, bien longtemps, ma femme, qui n'était pas encore ma femme à l'époque, a décidé de faire une thèse en sciences. Et du coup, quand je disais autour de moi, aux amis, aux relations, ma femme a démarré son doctorat, on me disait « Waouh, c'est génial !» Et du coup, on me demandait sur quoi. Et je me rendais compte que quand je répondais sur quoi, c'était moi emballant d'un seul coup. Du coup, je lui ai dit, il faut qu'on trouve une phrase, il faut que tu m'aides à construire une phrase pour que tu puisses répondre à quoi tu travailles, sur quoi tu travailles. Et du coup, je m'étais amusé, alors c'était bien avant The Presenters, mais je m'étais amusé à construire une phrase qui est la suivante. Donc, quand on me disait sur quoi, quel est le sujet de recherche de ta femme, je répondais, ma femme travaille sur l'influence du ratio des isoformes du récepteur de la progestérone sur le mécanisme de l'apoptose dans les cas de cancer du sein. Alors qu'on n'est pas biologiste, et je ne suis pas biologiste, faut apprendre à la mâcher la phrase pour la dire sans éternuer. Donc je l'ai travaillée et je l'ai apprise par cœur. Et en fait, on a passé du temps à construire cette phrase parce que ce que je trouvais intéressant, c'était de réussir à glisser des mots compliqués qu'on ne comprend pas. Le mot apoptose, quand on n'est pas dans la biologie, il n'est pas si évident que ça, donc c'est le mécanisme de la mort cellulaire. Le mot isoforme, on a une idée de ce que ça fait, récepteur, progestérone, enfin vous voyez, l'idée était de pouvoir mélanger des mots qu'on ne comprend pas avec des mots qu'on comprend pour donner le sentiment qu'on a compris quelque chose qu'en fait on n'a pas compris. Et ce qui était génial avec cette phrase, c'est qu'on me disait « Ah ouais !» mais on ne m'en demandait pas plus. Parce que clairement, cette phrase est une escroquerie. Chercher à donner le sentiment qu'on a compris alors qu'on n'en a pas compris davantage et qui en plus coupe l'envie d'en savoir plus, c'est le contraire de l'expertise. Et le pire, c'est que moi-même, je me suis fait avoir par cette escroquerie.
à force, effectivement, de simplifier son sujet complexe avec cette phrase, alors qu'il n'est pas resté son sujet de thèse longtemps parce qu'elle a basculé de sujet en cours de route, mais je me suis laissé prendre par la simplicité du sujet. Et je croyais avoir compris, alors qu'en fait, je n'avais rien compris du tout. En fait, je me suis fait piéger par un effet que vous connaissez peut-être. J'ai découvert son nom récemment et je le partage avec vous. C'est l'effet Dunning-Kruger. Qu'est-ce que c'est que l'effet Dunning-Kruger? Si on se prend un graphique, bah oui, les experts, on va mettre des graphiques quand même. Donc, en ordonnée, on va mettre la compétence. Donc, au début, je suis débutant et puis après, je suis ultra expert. Et en abscisse, moi j'ai un doute, je ne sais plus dans quel sens. Je ne sais plus quel sens abscisse et ordonnée. Bon, peu importe. Et dans l'autre sens, on va mettre la confiance. Donc, au début, je ne suis pas confiant du tout. Et puis après, je suis le roi du pétrole. Et bien, en fait, quand on regarde l'évolution de la confiance par rapport à la compétence, ce n'est pas du tout une progression linéaire. On se rend compte que moins on en sait, plus on a le sentiment d'être compétent. Et c'est ça l'effet Dunning-Kruger. L'effet Dunning-Kruger, c'est que moins j'en sais, plus j'ai l'impression de savoir. Et qu'au final, effectivement, pour comprendre que c'est compliqué, pour comprendre que je ne suis pas compétent, j'ai besoin d'être un minimum compétent. Et ça, c'est compliqué. Et ça, on le voit tous les jours. Et je vais dire, je reprenais le contexte de la pandémie, discuter avec des gens qui, effectivement, ont des ultra-convictions sur de très petites compétences. On a vu ça pendant 1 an et demi, clairement. Et porter ça dans le monde de l'entreprise, ça amène des effets qu'il est important de maîtriser. Pourquoi? Parce qu'au quotidien, les gens qui sont là, ils n'aiment pas beaucoup les gens qui sont là. Oui, parce que les gens qui sont experts voient bien qu'à un moment donné, il y en a qui pètent le feu de la confiance, mais qui ne comprennent rien du tout de ce dont ils sont en train de parler. Sauf qu'à un moment donné, dans l'entreprise, on a besoin de confier les sujets à quelqu'un. Et que quand on va s'adresser à un dirigeant, et qu'à un moment donné, vous avez quelqu'un de super confiant qui dit c'est simple, et qu'à côté, vous avez quelqu'un de plutôt confiant qui vous dit c'est compliqué, comment vous faites en tant que dirigeant? Déjà, à la question qui a raison, est-ce que c'est simple, est-ce que c'est compliqué? C'est pas si évident que ça de savoir, puisque moi-même, je ne suis pas compétent. En revanche, à la question qui j'ai envie d'écouter, il y a de fortes chances que j'ai envie d'écouter celui qui me dit c'est simple, plutôt que celui qui me dit que c'est compliqué. Et c'est ça la responsabilité de l'expert. C'est ça, rendre désirable le complexe. C'est de faire passer tous les gens qui sont sur la crête là-haut, la crête du c'est simple, et de les amener en bas. En leur disant, regardez, le sujet est complexe, mais il est clair. Et l'avantage quand les gens sont en bas, c'est qu'ils sont capables de vous dire, oui, c'est clair, mais il y a du boulot. Et c'est ça que vous avez besoin de générer. Des gens qui ont compris, mais qui n'ont pas oublié que c'était plus compliqué que ce qu'ils croyaient. Et là, effectivement, vous avez des gens qui sont en bas, là, dans la vallée de l'humilité, et qui ont déjà énormément progressé. Parce que, oui, déjà, ils ont gagné de la confiance, mais surtout, ils sont déjà bien plus compétents qu'ils ne l'étaient avant. Ce mécanisme, il a été illustré par quelqu'un que je trouve passionnant. Et ce monsieur s'appelle Étienne Klein. Étienne Klein est intervenu sur une chaîne internet, une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview, qui a le mérite effectivement d'avoir réintégré le temps long dans les interviews, et c'est intéressant. Et donc, ils ont invité Étienne Klein une première fois, et il a commencé en fin de session à évoquer le boson de Higgs. Et donc, du coup, ils ont dit, en fait, le boson de Higgs, c'est quoi? Et il a dit, ah non, vous êtes gentil, mais le boson de Higgs, vous me redonnez 1 heure. Je ne redémarre pas le boson de Higgs maintenant. Et ça, c'est intéressant. L'expert ne se fait pas piéger. Quand on lui donne peu de temps, il ne tombe pas dans le piège du résumé. Pourquoi le piège est un résumé? Si vous faites un résumé, vous allez donner le sentiment à gens qui vous écoutent qu'ils en savent suffisamment. C'est ça le but du résumé. Là, effectivement, il ne se fait pas piéger et il fait quoi? Il achète du temps. Et pitcher, savoir pitcher, créer le désir, souvent c'est ça. Pitcher, vous me donnez 3 minutes, je ne peux pas rendre mon sujet clair en 3 minutes. En revanche, je vais le rendre suffisamment désirable pour que vous me donniez 1 heure. Et c'est exactement ce qu'il arrive à faire. Et il l'invite quelques semaines plus tard pour parler pendant 1 heure du boson de Higgs. Alors, je vous invite à aller le voir. Vous tapez YouTube, Étienne Klein, boson de Higgs, Thinkerview. Je pense que ce ne sera pas compliqué à trouver. Alors, pas maintenant, parce que vous allez voir, c'est un peu velu, il ne faut pas faire autre chose à côté. Mais c'est passionnant. Parce qu'effectivement, Étienne Klein a cette capacité à s'adapter à son auditoire pour l'amener sur ce fil où je comprends.
tout en maîtrisant que c'est bien plus compliqué que ce que je crois. Et c'est passionnant de voir cette mécanique. Et d'ailleurs, c'est tellement passionnant qu'à la fin, il explique le boson de Higgs, et à la fin, les gens qui sont dans la salle, qui sont en off caméra, ont plein de questions. Et ils se mettent à mettre, ils ont entendu des mots compliqués, alors du coup, ils posent des questions là-dessus. Et d'un seul coup, il a cette interrogation que je trouve géniale. Il leur dit pas, attention, c'est plus compliqué que ça. Hein. Non, il leur dit, vous êtes conscient que toutes ces notions sont compliquées. Et il ajoute, est-ce que ça se sent dans ce que je dis ou est-ce que je fais trop clair et trop simple? Donc, il n'est pas dans leur démontrer que ce qu'il fait, c'est compliqué. Il est dans le travail de rendre simple avec le souci de ne pas rendre ça simpliste. Et par cette question, on est bien d'accord que ces notions sont infiniment plus complexes. Est-ce que ça se sent dans ce que je dis ou est-ce que je fais trop simple ou trop clair? Et c'est ça, l'attention de l'expert. L'attention de l'expert, c'est d'être clair sur à quoi je sers aujourd'hui par rapport au public qui est devant moi. Et ça amène à répondre à une question qui est très importante, qui amène, pour les experts comme pour ceux qui se préparent à prendre la parole, les experts, qui vont prendre la parole comme ceux qui les aident à se préparer, d'être très clair sur ce qu'on appelle l'objectif de présence. À qui je vais parler et à quoi ça sert que je me présente devant eux. L'objectif de présence, alors je vous dévoile un outil qu'on utilise nous en conseil, qui est la première chose qu'on fait quand on accompagne quelqu'un en conseil. Alors quand on est en conseil stratégique, on a l'outil et on travaille dessus. Quand on est en coaching, comme l'évoquait Megan au début, on le fait sans les outils, mais on le questionne suffisamment pour nous comprendre les enjeux de ce qui sont en train de se passer. Définir l'objectif de présence, c'est se préparer à donner du sens à pourquoi je suis là et qu'est-ce que je veux provoquer chez vous. Et effectivement, une première question qui est super importante à se poser quand on se prépare à prendre la parole, c'est quel est le but de mon intervention? Et ça, effectivement, ça répond à deux questions qui sont super importantes. Un, c'est qu'est-ce que le public attend de vous? Et c'est super important d'être clair sur, au fait, qu'est-ce qu'ils attendent de moi? Et de contrebalancer ça avec vous, ce que vous souhaitez obtenir d'eux. Parce que c'est toujours ça, une prise de parole. Si vous vous préparez à prendre la parole sans avoir l'objectif de changer les gens qui sont en face de vous, parce qu'ils pensent des choses qu'ils ne pensaient pas, parce qu'ils ressentent des choses qu'ils ne ressentaient pas, parce qu'ils savent des choses qu'ils ne savaient pas, ça veut dire que votre prise de parole ne sert à rien. Et donc, effectivement, le but de votre prise de parole, la question « quel est le but de ma prise de parole ?» revient à tisser ce que le public attend de vous, avec vous, ce que vous souhaitez obtenir d'eux, le changement que vous souhaitez obtenir chez eux. Et une fois que vous avez écrit ça, oui, c'est intéressant de se poser la question du changement que vous souhaitez pour les autres. Et du coup, effectivement, quand on change quelqu'un, on a l'habitude de dire qu'on change 3 dimensions de ce qu'il est. On change ce qu'il pense, la dimension rationnelle. On change ce qu'il ressent, la dimension émotionnelle. Et on change ce qu'il fait, ce qu'ils font, la dimension comportementale. Oui, via la promesse de changement, je vois Sabrina, bravo. Je ne vois pas passer tous les commentaires quand il y en a trop. On va y venir parce que c'est un sujet à part entière. Et là, effectivement, quand vous avez un outil comme celui-là pour préparer votre prise de parole, on est bien d'accord que là, vous n'avez pas encore de plan, vous n'avez pas encore de structure, mais vous avez la première question fondamentale. Pour être un expert leader qui se prépare à utiliser son expertise pour changer les choses, c'est à quoi ça sert que je sois là. Et c'est comme ça, effectivement, que vous travaillez, ce qui est la vraie précaution de l'expert, la quête du juste niveau de complexité. La question, encore une fois, c'est pas « attention, je vais vous expliquer que c'est bien plus compliqué que ça ». Non. C'est pas non plus « vous allez voir, c'est bien plus facile que ça en a l'air ». Non. C'est de toujours en garder sous le pied, de toujours avoir un temps d'avance sur son public pour l'amener sur un fil où oui, c'est clair, mais oui, je n'oublie pas que c'est bien plus compliqué que ça. Alors, quand on se lance dans cette aventure, on a un deuxième défi, c'est de réussir à développer son pouvoir d'influence sans le bullshit. Parce que, on le répète jamais assez, une présentation, c'est concret dans la vie d'une entreprise. Quand on présente un projet, on va y investir de l'énergie humaine, de l'énergie financière, et qu'à un moment donné, on se met plus ou moins à risque. Et il y a des présentations qui sont plus dangereuses que les autres. Et pour que vous compreniez à quel point ça peut être dangereux, je vais vous raconter une histoire. Et cette histoire, c'est l'histoire de la navette Columbia. Alors, certains de vous la connaissent déjà. On est le 16 janvier 2003. La navette Columbia décolle, tout se passe très bien, et elle envoie un équipage de 7 personnes pour 16 jours en orbite.
Et pendant le décollage, une mousse isolante se décroche du réservoir, ce qui a lieu fréquemment, donc ce n'est pas si inquiétant que ça, percute assez violemment l'aile de la navette, mais n'empêche pas la mise en orbite de la navette. En revanche, effectivement, un impact d'une mousse même légère à 2500 km/h, qui était la vitesse de la navette à ce moment-là, pour les ingénieurs de la NASA, c'est quand même, on ne laisse pas ça comme ça, on se pose la question. Et les ingénieurs de la NASA questionnent les ingénieurs de Boeing pour savoir est-ce qu'on doit s'inquiéter ou est-ce qu'on ne doit pas s'inquiéter. Sachant qu'effectivement, tant qu'ils sont sur orbite, ce n'est pas un problème, sauf que si la mousse a abîmé le bouclier thermique quand la navette revient dans l'atmosphère, bah là, ce n'est pas terrible. Le rapport de Boeing, c'est 3 rapports sous la forme de 28 slides. Et sur la base de ce rapport, la NASA a estimé à l'époque qu'il y avait suffisamment peu de dégâts pour mettre en danger la vie de l'équipage. Et peut-être certains d'entre vous connaissent la suite de l'histoire. Le 1er février 2003, Columbia s'est désintégré en rentrant dans l'atmosphère, tuant les 7 membres de l'équipage. Bon, là, j'ai cassé l'ambiance. mais c'est important de se rappeler que, bah oui, des présentations, des prises de parole, ce n'est pas du spectacle. On est là pour avoir une influence sur les autres, pour développer un conseil, pour développer un avis, pour développer un diagnostic, pour développer des projets qui vont changer les choses. Et ces projets ont un impact sur les autres. En revanche, si je vous raconte cette histoire, c'est que quand la NASA a fait un rapport pour identifier la cause de l'accident, ben, le rapport a mis en cause PowerPoint. Un PowerPoint confus. Alors la phrase, c'est des transparents PowerPoint confus, parce qu'à l'époque, bah oui, on est fin des années 60, début des années 70. Non, pardon, ah oui, non. Dans Columbia, on est début des années 2000. Les transparents, c'est un peu... oui, c'est vrai, oui, non. Oui, c'est étonnant, les transparents. Bref. Alors, dans la phrase, c'était des transparents PowerPoint confus. Alors, est-ce qu'ils ont dit ça pour ne pas dire diaporama ou est-ce qu'ils utilisaient vraiment des transparents? C'est vrai que d'un seul coup, là, ça fait peur. Un PowerPoint confus. Mais c'est allé très loin, parce que le rapport a cité, je cite, que PowerPoint était imprégné de mercantilisme commercial qui transforme tout en monument. Alors, quand on utilise l'outil tous les jours, ça fait un peu mal, ça. D'ailleurs, Microsoft a été obligé de réfuter ces accusations. En revanche, il y a une phrase, alors, c'est une phrase issue d'un article qui a été traduit, mais je vous dis la phrase pour que je voudrais que vous ayez en tête cette slide qui a pu être trompeuse. La diapositive portait un titre trompeur et rassurant, affirmant que les données des tests indiquaient que l'aile était capable de résister à la frappe de la mousse. La présence du titre centré et dans une plus grande police de caractère a induit tout le monde en erreur. Alors, je ne sais pas quelle slide vous avez en tête. Sûrement une slide ultra épurée avec un titre au milieu, voire des images pour faire joli. L'exemple même de la slide bullshit telle que des chercheurs peuvent l'avoir quand je discute avec eux. Cette slide, je l'ai trouvée dans une page de rapport. Cette slide, c'est celle-là. C'est 28 slides comme celle-là que vous avez dans le rapport. On est très, très loin de la slide épurée qui trompe tout le monde. En fait, dans le rapport, qu'est-ce qui a posé problème? Au total, 6 niveaux de lecture. Entre les grands titres, les grands points, les petits tirets, les petits points, les petits tirets, en fonction des slides, ça allait jusqu'à 6 niveaux de lecture. Le rapport dénonce que sur chaque slide, il y a plus de 100 mots et chiffres systématiquement, ce qui fait qu'on ne sait pas ce qui est important et on ne sait pas quoi lire. Il dénonçait, comme vous le voyez sur cette slide que j'ai extrait, des mots trop vagues, suffisants, significatifs, qui ne disent rien de la réalité des choses. Et le pire du pire, c'est cette phrase qui est tout en bas un peu, vous voyez en bas le truc qu'on oublie de dire, et qui dit un truc juste essentiel, c'est que le rapport se base sur des données qui n'ont rien à voir avec les conditions du vol. Et on met ça tout en bas, comme si ce n'était pas grave. Donc, si je vous mets tout ça, je parlais du story design tout à l'heure et du duo orator-slide, c'est de montrer qu'effectivement, faire simple, c'est pas simpliste dans les slides. C'est d'avoir un duo orator-slide qui accompagne efficacement mon public pour ne pas qu'il se trompe lui-même. Le sujet, quand on parle de slide design, c'est pas pour avoir objectif d'avoir des slides épurés. C'est pas du tout le sujet. Puis en plus, de toute façon, en ce moment, moi, tout le monde me dit Sébastien, non mais nous, attention, on a des slides épurés. Quand je vois les slides, effectivement, je me dis qu'on ne s'est pas aligné sur la notion d'épure. En revanche, le sujet n'est pas l'épure pour l'épure. Le sujet, c'est de donner du sens à l'expérience que propose l'orateur ou l'oratrice avec son support de présentation. Et l'objectif,
c'est de faire de la présentation une expérience qui est utile et agréable. C'est ça l'objectif. Qu'est-ce qui est utile et agréable pour un ingénieur de la NASA quand je viens de lui faire mon rapport? Eh bien, c'est qu'il soit capable de se faire son propre avis par rapport à ce que je suis en train de lui dire. C'est de parvenir effectivement à identifier tous les éléments qu'il faut que je prenne en compte pour évaluer la fiabilité de tout ça. C'est d'être accompagné pas à pas dans un raisonnement que je vais pouvoir refaire par la suite pour le challenger. C'est d'être accompagné sur un fil de pensée rigoureux plutôt que d'être lâché moi-même dans 6 niveaux de lecture avec un décalage permanent entre ce que je suis en train de lire et ce qui est en train de me dire l'orateur. Donc, l'expérience utile et agréable, c'est ça le but de la présentation. Et si on fait des slides qui sont plus simples à lire, comme vous pouvez les voir depuis que j'ai démarré cette présentation, c'est pas pour faire joli, c'est pour faire de la présentation un moment où j'accompagne mon public et où je sais où il en est parce que je l'accompagne pas à pas sur le fil de ma pensée et que les slides servent à augmenter l'impact de l'ensemble des idées vers lesquelles je veux vous accompagner pas à pas. Et ça, qu'on soit en présentiel comme en visio. Donc, effectivement, le story design, c'est pas apprendre à faire du joli. Alors, pourquoi agréable? Je vois Nathalie. Pourquoi agréable? Parce qu'effectivement, à un moment donné, oui, une présentation doit être utile et agréable. Efficace, c'est pareil. C'est quoi efficace? Efficace, c'est le résultat que je veux obtenir. Donc, je me suis créé une logique de changement. Je sais le résultat que je veux obtenir et je dois être efficace pour obtenir le changement que je veux générer. La présentation en tant que telle, le duo orateur-slide, il doit être à minima, utile et agréable. Et les deux, parce que futile et agréable, ça ne sert à rien. Utile et désagréable, je perds en attention. Donc, effectivement, les deux indicateurs qu'on vous donne, c'est utile et agréable. Et quand vous avez une slide avec plein de bullet points, vous pouvez vous dire, par exemple, tiens, oui, cette slide, elle est utile parce qu'elle me donne une synthèse de tout ce qu'on est en train de dire. Est-ce qu'elle est agréable? Non. Je suis en train de dire des trucs que l'orateur n'a soit pas encore dit, soit déjà dit depuis longtemps. Et du coup, ça crée une décohérence qui est désagréable à écouter et qui est super désagréable quand on parle aux gens parce qu'ils ne sont pas en train de nous écouter. Donc, le bon filtre, c'est utile et agréable. Et travailler le story design, c'est pas manipuler les gens, c'est de maîtriser les fondamentaux qui fait que, oui, si je ne maîtrise pas, je peux, sans faire exprès, avoir une mauvaise influence sur les autres. Quand on est formé au story design, oui, on sait que plus une information est contrastée, plus elle est vraisemblable. Et vous dire avec ce support, plus une information est contrastée, plus elle est vraisemblable, ça n'a rien à voir avec vous dire, attention, plus une information est contrastée, plus elle est vraisemblable. Ça n'a rien à voir. Quand on est formé au story design, on sait aussi, par exemple, que les images ont un impact extraordinaire sur la vraisemblance. Et que cette image que je vous montre, la poignée de main entre Obama et Ahmadinejad, a fait l'objet d'une étude où on demandait à des Américains leurs souvenirs par rapport à cette photo. Et l'essentiel des gens qui participent à l'étude expliquaient le contexte dans lequel ça avait eu lieu, alors que cette photo était un montage. Oui, à un moment donné, une photo donne le sentiment que mon propos est plus vraisemblable. Quand mon propos est associé à une image, ça me donne le sentiment que le propos est plus vraisemblable. À l'heure des deepfakes, vous vous rendez compte à quel point tout ça est dangereux. Donc oui, le choix de vos images, le choix de vos typos n'est pas anodin et participe à l'influence que vous allez avoir sur les autres. Donc l'objectif n'est pas chouette, j'ai un super pouvoir, je vais pouvoir manipuler les gens, mais chouette, j'ai un super pouvoir qui va me permettre de développer mon influence sur les autres et de ne pas me tromper sur l'impact que je veux avoir auprès d'eux. Et puis, troisième défi, une fois qu'on se lance dans tout ça, c'est d'avoir un outil concret pour simplifier le complexe. Et là, effectivement, quand on vient sur les sujets de structure, la bonne nouvelle, c'est que quand on veut structurer un propos qui est complexe, on a à peu près le même fil de pensée que quand on veut présenter n'importe quel sujet. D'abord, la question fondamentale à laquelle on revient, c'est quoi l'idée? Donc, vous avez l'outil d'objectif de présence. Une fois que vous êtes clair sur votre présence, vous vous centrez sur votre idée. C'est quoi l'idée? Et comment mon idée va me permettre d'atteindre cet objectif? Et elle est là, l'efficacité. Et une fois que je suis clair sur mon idée, une analogie que j'aime bien partager, c'est qu'une idée, c'est comme un aimant. Si vous ne voulez pas vous tromper dans la manière de structurer votre propos, ayez toujours en tête qu'effectivement, comme un aimant, une idée, ça a à la fois un pôle attractif et un pôle répulsif. Une idée, c'est attractif parce que ça résout des problèmes, mais c'est aussi répulsif parce que ça génère des résistances. Et effectivement, parfois et souvent chez les mêmes personnes. Ah, chouette, ouais, ça me dit bien ton idée là parce que ça va résoudre ça. Et en même temps, oh là là, attends, non, ça va faire tout ça. Ah non.
Et on a tous en permanence cette fameuse balance bénéfice-risque, où effectivement, on voit ce que ça va nous apporter, le trou que ça va combler, et on le met au regard de toute la complexité ou de tout le bazar que ça va mettre en plus. Et c'est comme ça qu'on choisit les idées. Et c'est comme ça que vous devez structurer votre propos. Commencez par le problème que vous voulez résoudre, avec la question stratégique qui permet de capter l'intérêt. Qu'est-ce qui empêche mon public de dormir la nuit? Ensuite, vous pouvez parler de votre idée, mais pas de votre idée. Vous allez parler du changement que va générer votre idée. Parce qu'encore une fois, votre public ne s'intéresse pas à votre idée. Il s'intéresse au changement que ça va provoquer pour eux. Donc, du coup, il faut effectivement rendre désirable la complexité pour porter une promesse de changement désirable. Et ensuite, vous pouvez vous attaquer aux résistances. Effectivement, en formulant une dernière question, quelles sont l'ensemble des résistances à lever pour construire votre argumentation? Bon, comme on est poli, on rajoute à ça une conclusion. Qu'est-ce qu'on y gagne? Et vous avez une trame narrative en 4 temps qui marche dans tous les cas et qui est bien plus efficace que le plan analytique grand 1, petit a, petit b, petit c. L'avantage en suivant ça, c'est que vous êtes dans une trame de base d'histoire et que les histoires, c'est ce que l'être humain utilise dès qu'il a envie d'avoir un impact sur un autre être humain. Ces trames sont éprouvées, on a beaucoup insisté là-dessus sur les sujets de storytelling. Je voulais m'arrêter maintenant sur ces quelques questions pour les évaluer dans un cadre complexe. D'abord, capter l'intérêt. Ce qui est très important, c'est qu'il faut en finir avec la slide contexte. La slide contexte, où vous faites l'état de l'art, dites-vous que contexte égale ennui et pénibilité. Ça vous conduit à vous positionner comme un prof qui est en train de montrer qu'il sait. Ce n'est pas du tout ce qu'il faut dire pour pouvoir embarquer les autres dans le changement. La slide contexte, ça c'est simple, vous en subissez en permanence des slides contexte. La réalité, c'est quoi? C'est que 80% de ce qu'on vous dit, vous le savez déjà. Et du coup, dès le début, vous décidez que tout ça ne vous intéresse pas. Donc, le sujet, ce n'est pas le contexte. Le sujet, c'est le problème que l'on va résoudre. Donc, oubliez le contexte et concentrez-vous à dire l'ensemble des choses que votre public doit comprendre pour réaliser le problème auquel on fait face, pour réaliser ce que l'on n'arrive pas à résoudre. Et là, vous avez une introduction efficace pour rendre désirable votre idée. L'autre élément qui est important, c'est ne confondez pas votre diagnostic et votre argumentation. Pourquoi? Parce que très souvent, dans des sujets complexes, je vois des orateurs commencer par leur argumentation. Donc, du coup, ils commencent par faire un benchmark. Donc, voilà, on a étudié le marché. Sur le sujet que je vais vous présenter, donc que je n'ai pas encore présenté, il y a déjà telle entreprise qui fait ça, telle entreprise qui fait ça. Ce qui veut dire quoi quand vous faites ça? C'est-à-dire que votre moteur du changement, c'est ce que font les autres. Votre but dans votre présentation, c'est de faire à minima ce que font les autres. Ce n'est pas sérieux. D'abord, on a un projet à résoudre. Et d'abord, on a un problème à résoudre. N'oubliez pas, pour vous aider là-dessus, que votre projet, aussi complexe soit-il, s'inscrit toujours dans un projet plus vaste. C'est comme ça que fonctionne une entreprise. Et là, effectivement, si une idée est comme un aimant, un projet, c'est comme une pièce de puzzle. Oui, ça va apporter des choses en plus dans l'entreprise, mais ça va d'abord combler un vide. Et je vous invite, pour avoir un diagnostic clair au début, de formuler ce vide. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on rêve de faire et qu'on n'arrive pas à faire? Et en faisant ça, vous n'êtes pas en train de montrer du doigt ce qui ne marche pas ou les gens qui n'arrivent pas à faire. Vous êtes en train de formuler un diagnostic. Et ce diagnostic, il va rendre clair le contexte, mais il va surtout ancrer votre crédibilité. En faisant dire aux gens qui vous écoutent, je n'avais jamais vu ça comme ça, c'est clair, ça me concerne et il faut que ça change. Et c'est là, maintenant, que vous allez pouvoir entrer dans la deuxième partie, la promesse de changement. Et cette promesse de changement, effectivement, sur des sujets complexes, revient à créer le désir de la complexité. Donc, mon premier conseil, ne vous jetez pas sur la technicité. Vous jetez sur la technique, effectivement, vous allez tomber sur un piège, c'est que vous allez heurter à ce que les gens savent déjà. Et vous allez heurter à deux choses, l'incompétence inconnue, c'est-à-dire tous ceux qui croient savoir, et qui, du coup, ne vont pas faire l'effort de remettre en cause ce qu'ils savent déjà, puisque vous rentrez directement dans la technique, mais surtout, vous n'allez pas embarquer tous les autres. Ce qui est derrière l'incompétence apprise, ça, je vous invite à aller travailler ça, taper incompétence apprise, vous avez des expériences qui sont vraiment intéressantes, et tout ça, c'est ceux qui croient qu'ils ne sauront jamais. C'est tous ceux où, quand on leur montre une équation mathématique, ne cherchent même pas à comprendre, parce qu'ils voient l'équation, et ils associent dans leur cerveau « Ah, je ne saurai jamais ».
Et ça, c'est un drame. Hein. C'est tous ceux qui, à l'école, ont appris qu'ils ne sauront jamais. Et à un moment donné, ces gens-là, vous les perdez dès le début. Donc, ne vous lancez pas dans la technique, hein, mais donnez du sens à ce que vous faites. Et là, je vous donne une anecdote rapide de la NASA. Hein. Le Mission Control, hein, c'est le centre de contrôle de vol. Donc, aujourd'hui, c'est ça. Hein, on voit tous les gens derrière l'ordinateur. Hein. Mais dans les années 60, hein, quand tout ça a été créé, c'était plutôt ça. Hein, c'est plutôt le James Bond. Hein. On voit bien les transparents, là, pour le coup, à l'écran, hein, écrits à la main, avec l'écran à diode. Il ne faut pas oublier que ces ordinateurs sont bien moins puissants que tous nos téléphones portables. Et c'est avec ça que ces gens-là, en moins de 10 ans, ont créé le centre de contrôle qui ont permis aux Américains d'aller sur la Lune. Et une anecdote rapide, c'est que quand Kennedy a lancé l'appel à la Lune, donc on est passé de la mission Gemini, qui a permis de créer tout ça, avec des gens qui étaient cinglés, qui ont tout créé de toutes pièces, hein, à la mission Apollo. Et dans le cadre de la mission Apollo, la première mission Apollo, Cap Canaveral, donc le pas de tir, a dit au contrôle de mission, on veut faire un test situation réelle, on va faire une simulation, laissez-nous faire votre machin, connectez-vous pour suivre le truc, mais on veut faire un test en situation réelle, une simulation. Et le contrôle de mission a dit, bah, attendez, nous, on peut servir à plein d'autres choses que ça, pourquoi non, laissez-nous faire notre truc, c'est bon, on a des ingénieurs qui gèrent. Et effectivement, ça donne lieu au premier drame de la NASA, puisque pendant ce test, la capsule bourrée d'oxygène prend feu et 3 astronautes américains, c'est les 3 premiers astronautes américains qui meurent en mission, avec tous les gens du contrôle de mission qui ont le casque et qui assistent à ça. À cette époque-là, Gene Grant, qui est le patron, le directeur des vols, dit pas attention, on n'est pas responsable. Hein. Il dit pas non plus à ses équipes, on va reprendre toutes les procédures techniques. Hein. Non. Il prend toutes ses équipes à part, il ferme la salle et il leur fait un discours qui est resté extrêmement célèbre. En résumé, en français, hein, il leur dit, je veux que vous sachiez tous une chose. Hein. Tous, individuellement, nous sommes responsables de ce qui s'est passé. Et à partir de ce jour, je veux que le contrôle de vol soit connu pour 2 mots. Solide et compétent. Parce qu'à partir de maintenant, on sera solide et compétent. Solide parce que notre responsabilité ne sera plus jamais mise en défaut, car nous serons toujours comptables de ce que l'on fait et de ce que l'on ne fait pas. Et compétent parce que nous n'arrêterons jamais d'apprendre et nous ne tiendrons jamais rien pour acquis. Alors quand vous allez quitter cette pièce, vous allez aller dans vos bureaux, vous allez vous mettre face à vos bureaux et vous allez écrire en haut solide et compétent, tough and competent. Et vous ne l'effacerez jamais. Ça vous rappellera le sacrifice des 3 astronautes Grissom, White et Sheffy. Même si 30 ans plus tard, ça n'a pas empêché après le drame de Columbia et Challenger, ce sont ces ingénieurs de la NASA qui ont amené les Américains sur la Lune, qui ont réussi à sauver la mission Apollo 13, qui ont réussi 6 missions lunaires avec des ordinateurs qui, encore une fois, étaient moins performants que les téléphones portables. Donc, n'oubliez pas les valeurs qui vous animent. N'oubliez pas de donner du sens. Et c'est ça, souvent, qui permet de se développer techniquement. L'autre sujet pour contrebalancer, c'est que c'est pas parce qu'on donne du sens qu'on reste dans le flou. Hein. Soyez compréhensibles pour tous. Et là, je vais terminer là-dessus. Hein. Pour être compréhensible par tous, vous avez les techniques, la description. Hein. Prenez le temps de décrire. Et quand c'est trop compliqué, hein, quand vous êtes sur ce fil et que c'est trop compliqué, passez en mode anecdote. Ne soyez plus dans la description de ce que ça fait, mais racontez ce que ça va faire pour vous. Et donc, du coup, vous pouvez parfaitement créer une anecdote fictive, hein, une expérience de pensée, où vous aidez les gens à se représenter ce que votre idée complexe va changer concrètement pour eux. Et puis, il y a une troisième technique qui est extrêmement puissante, c'est l'analogie. Faire simple et rendre compte de comment quelque chose de simple est plus compliqué que ça, c'est très, très, très puissant. J'ai comme ça quelques questions. Hein. Il y a quelques exemples d'analogie. Un mot de Fontenoy hein, qui voulait faire prendre conscience des enjeux de l'océan. Hein, et elle dit, voilà, il y a tellement de plastique dans l'océan que quand on mange du poisson, on ne fait pas attention qu'on mange 4 grammes de plastique par semaine. Et vous voulez que ce soit concret, 4 grammes, bah, c'est une carte bleue par semaine. Et oui, dire à quelqu'un, tu manges l'équivalent d'une carte bleue par semaine, ce n'est pas la même chose que de lui dire 4 grammes de plastique. Donc, faire des analogies, c'est très, très, très puissant. Pour rester dans le domaine de l'espace, c'est SpaceX hein, qui avait fait le pari de dire, tiens, nous, on veut arrêter que la fusée se désintègre dans l'atmosphère, mais on veut pouvoir ramener les étages
inférieure de la fusée au sol, tout le monde se moquait d'eux et on regardait les vidéos et on rigolait à voir les fusées se cracher jusqu'au jour où ils ont réussi à le faire. Et aujourd'hui, effectivement, il est courant et les étages inférieurs des fusées de SpaceX arrivent à atterrir sur des barges en mer ou sur le sol. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Et un jour, il y avait une interview en plateau sur France Info et le journaliste qui n'était pas du tout expert disait « Ouais, enfin, je ne vois pas ce qui est compliqué, on a tous vu Tintin Objectif Lune, hein. La fusée, bon, bah, elle se retourne et elle se pose. » Ben oui, quand on ne sait pas à quel point c'est compliqué, on a l'impression que c'est simple. Et donc, du coup, le journaliste spécialiste fait quelque chose qui est remarquable. Il fait une analogie extrêmement puissante pour comprendre à quel point je ne comprends pas, à quel point c'est compliqué. Et il dit, c'est simple, pour comprendre le défi de SpaceX, mettez-vous au pied de l'Empire State Building. Vous prenez un crayon à papier dans la main et vous vous donnez pour objectif de le lancer suffisamment fort pour que le crayon passe au-dessus de l'Empire State Building et atterrisse de l'autre côté, en pleine tempête, sur une surface équivalente à une boîte à chaussures du côté de la gomme. Et bien, c'est ça que SpaceX vient de réussir. Avec cette analogie simple, je comprends que c'est complexe. Et c'est ça le travail qui attend aujourd'hui les experts. Il y avait plein de choses à aborder encore sur le sujet de l'expertise. Maintenant, on est contraint aussi par le temps. Donc, du coup, il est temps de conclure pour moi et on va prendre le temps des questions et on pourra aller plus loin avec vos questions. Pour conclure, je conclus avec la phrase de Richard Feynman qui terminait son cours sur la mécanique quantique comme ça. À la fin de son cours, il disait « Bon, si vous m'avez compris, c'est que je n'ai pas été clair. » S'il disait ça, ce n'était pas pour rajouter de la confusion. C'était bien pour marquer son souci de simplifier tout en maintenant l'exigence de ses élèves, de chercher à toujours comprendre plus et mieux. Et ça, effectivement, ça doit amener les experts à être des experts leaders qui deviennent des authentiques leaders d'opinion sur les sujets dont ils ont l'expertise. Et encore une fois, le leader d'opinion, comme j'ai été déjà amené à le dire, ce n'est pas le chef, ce n'est pas le plus grand et le plus fort. C'est celui qu'on appelle parce que son avis compte. Et c'est ce rôle-là qu'on a besoin que les experts adoptent. Si vous voulez aller plus loin, pour tous ceux qui sont là pour la première fois, n'hésitez pas, Megan va vous mettre les liens, allez télécharger le mini-guide que vous pourrez télécharger sur notre site internet et qui va vous permettre d'aller plus loin. Vous avez effectivement le livre « Prenez la parole » que vous pouvez récupérer sur toutes les bonnes plateformes et qui est conçu justement comme des séances d'auto-coaching qui peuvent vous permettre de rendre simples les sujets complexes. Et pour ceux qui sont, je suis passé vite, qui veulent aller plus loin sur le sujet du pitch et comment ça peut vous aider dans des thématiques complexes, notamment d'innovation, vous avez le point sur le pitch. Avant de passer aux questions, et puis Megan, du coup, je t'invite à repasser, à venir te connecter avec moi. On va répondre à quelques questions. Je suis en train de partager les liens. Génial. Je rebondis juste sur le lien que tu as envoyé. Oui, on vous a envoyé les liens et on les remettra peut-être, Megan, pendant les questions. Votre avis compte et vous savez que vos avis sont précieux et vos recommandations sont précieuses. On passe régulièrement du temps ensemble, que vous soyez nouveau ou pas. Et Megan a partagé 2 liens. Soit le lien qui va vous permettre, si vous avez un compte Google, de donner un avis Google. C'est quelque chose de super important. Et on préfère que ce soit les gens qui passent du temps avec nous qui donnent leur avis que ceux qui ne nous connaissent pas, ce qui peut arriver. Et si vous n'avez pas de compte Google, vous pouvez nous utiliser des commentaires et on vous demandera si vous êtes d'accord qu'on puisse les utiliser sur LinkedIn ou sur Internet. Et vous savez qu'on est dans un monde aujourd'hui où la recommandation est précieuse. Merci beaucoup Guillaume pour ton message. Je viens de passer un message de Guillaume avec qui on a eu l'occasion de travailler. C'était un grand plaisir, donc merci pour ton message. Alors, juste avant de passer aux questions, et je mets ça, j'affiche ça sur la slide, et puis après, on va retirer les slides pour être tranquille. On se structure. On a dit qu'on faisait perdurer les webinaires, les conférences en ligne. On se structure, puisque maintenant, on a un calendrier d'avance. Donc, on sait qu'on peut directement vous donner rendez-vous et on mettra le lien si vous voulez vous noter et vous préinscrire tout de suite. On n'a pas encore fait on n'a pas encore fait tout le pitch d'inscription. Mais le mardi 6 juillet, on va parler d'un sujet avant les vacances. C'est de se dire, tiens, je vais préparer la rentrée et comment, en fait, j'utilise tout ça pour travailler mon storytelling et mon personal branding pour répondre à une question, comment je peux me vendre moi-même. Et ça, ce sera le mardi 6 juillet à 11h. Je pense qu'on ne va pas échapper à la règle. On va déborder un petit peu. On est à -5. Ce qu'on vous propose, c'est qu'on va déborder de 10 minutes. Donc, comme ça, ceux qui peuvent partir à midi, j'aurai répondu au moins à une question. Puis ceux qui peuvent rester un petit peu plus, on pourra essayer de pousser quelques autres sujets.
Et pour ceux qui doivent partir, ça va très bien, merci à toi. Pour ceux qui doivent partir, vous inquiétez pas, les réponses aux questions seront disponibles dans le replay. Donc, vous allez recevoir dans tous les cas un email à la fin de cette session. Donc, pour ceux qui n'auront pas eu la réponse aux questions, n'hésitez pas à revenir voir la fin de ces webinaires pour avoir toutes ces réponses. Alors, on a eu beaucoup de réactions pendant cette session. Merci à tous pour vos retours. On a quelques questions. Donc, je vais aller en priorité vers ceux qui ont reçu le plus de votes. On a Johan qui nous dit « Le problème de l'expert n'est-il pas de penser expliquer quelque chose de simple plutôt qu'un manque de volonté? Et dans ce cas, comment prendre conscience que ce qui nous paraît simple ne l'est pas du tout pour nos interlocuteurs ?» Ah, ben oui. Mais en fait, on en vient au sujet que j'essayais d'évoquer au tout début en introduction. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, avoir un expert, un chercheur qui vous dit « Non, attendez, moi, je ne suis pas là pour faire le spectacle et aller faire les tables rondes. Moi, ma passion, c'est chercher. Ma passion, c'est publier des papiers pour effectivement mettre ma pierre à l'édifice et aider d'autres chercheurs à faire leur travail pour que moi, je puisse chercher autre chose. » Et encore une fois, ça, c'est légitime. En revanche, effectivement, il y a plein d'autres chercheurs qui ont déjà l'ambition de vouloir participer à des conférences. Il y a des choses qui sont patientes. Il y a ma thèse en 360 secondes, par exemple. C'est un pitch. Comment je rends désirable un sujet de pitch? Et ça, effectivement, ce travail de rendre simple, c'est aussi la décision d'un expert, de se dire, tiens, est-ce que je veux être un expert leader ou pas? Alors, pour revenir plus précisément sur la question, comment on crée le désir d'un expert de rendre ça simple? Parce qu'ils ne sont pas dupes, ils savent que leurs sujets ils sont compliqués et ils savent en jouer aussi. En revanche, effectivement, de toute façon, c'est simple. Si c'est du mépris en disant après tout, les gens ont qu'à faire l'effort de c'est dommage, et ça, de toute façon, ils le paieront un jour. En revanche, effectivement, dans le management, créer le désir de rendre simple, ça, effectivement, ça passe par donner l'envie des experts d'aller à la rencontre de leurs pairs. Déjà, à minima ça. Comment on fait pour améliorer les connaissances d'un expert? On ne l'envoie pas en formation. On le met en relation avec d'autres experts. Et c'est comme ça qu'on va progresser. Et à partir du moment où vous faites ça, on lui donne la responsabilité de partager lui-même cette expertise. Et c'est à partir du moment où on rentre dans une boucle où je dois partager mon expertise qu'on peut commencer à se dire, mince, comment je fais pour embarquer le plus grand nombre et rendre simple? Et là, il y a une clé pour commencer à progresser et rendre ça désirable. N'oubliez pas que les scientifiques en particulier n'oublient pas qu'ils ont besoin de faire simple. Même si souvent, j'ai ce débat-là avec ma femme qui, parfois, pour me taquiner, me dit « Ouais, t'es gentil avec tes slides pour faire joli », mais elle n'est pas dupe. Elle sait elle-même que quand elle a besoin de parler à d'autres choses que ses pairs, elle a besoin de rendre plus simple. Et j'ai eu un jour une expérience que je n'oublierai jamais, c'est de faire 2 heures de conférence en anglais à la Société postdoctorale de Cambridge, donc de parler à certains des chercheurs qui représentent l'élite dans le monde. Et l'essentiel des questions qu'ils m'ont posées à la fin, c'était comment on applique les techniques de pitch à l'abstract des résumés scientifiques. C'est-à-dire comment les premières lignes sur nos papiers donnent envie à ceux qui le lisent de le publier, de le lire, de me recontacter, de poursuivre mes recherches. Donc, les chercheurs ont bien conscience qu'à un moment donné, c'est peut-être pénible pour eux, mais s'ils ne sont pas capables de rendre désirable leur sujet de recherche, très vite, ils vont se retrouver dans un endroit où on ne les voit pas. Et donc, du coup, on ne les finance pas, on ne travaille pas avec eux, et donc, du coup, ils ne progressent pas tel qu'ils pourraient progresser. Merci Sébastien pour cette réponse. Je vais switcher à une autre. Donc, désolé pour ceux qui n'auront pas forcément la réponse. Je favorise d'abord celles qui ont le plus de votes. Donc, on a Sylvie qui demande « Et que fait-on dans les situations tronquées dès le départ, puisqu'on sait que l'auditoire ne veut pas attendre ce qui fâche ?» Je pense c'est entendre ce qui fâche. On peut toujours changer de posture ou de métier, me diriez-vous. Donc, comment aborder du coup ces sujets quand on sait déjà qu'il y a une réticence de la part de l'auditoire avant même d'avoir commencé à faire sa présentation? Ça, c'est un vrai sujet et c'est totalement illustré par l'analogie que j'ai utilisée entre l'idée et l'aimant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, parfois, les gens à qui on s'adresse savent pertinemment le sujet qu'on va aborder et ont déjà un avis. Alors, cet avis peut être très bien comme il peut être pas bien. Là, je comprends bien dans la question qu'il y a un a priori qui fait que de toute façon, les gens n'ont pas envie d'écouter. À un moment donné, à partir du moment où vous savez ça, vous l'intégrez forcément dans votre objectif de présence. Vous ne pouvez pas vous dire « Mince, les gens sont vent debout parce qu'ils ont entendu parler de ce projet qu'ils ne supportent pas. » Après tout, c'est à eux de faire l'effort pour m'écouter moi expliquer mon idée.
Ça ne marche jamais comme ça. Et même vous, ça ne marche pas comme ça. Quand il y a un sujet que vous n'aimez pas et qu'on vous propose, vous n'imaginez pas une seconde assister à la présentation de quelqu'un qui va faire comme si de rien n'était et qui attend de vous que vous soyez sagement objectif à l'écoute de son exposé. Notre cerveau ne fonctionne pas comme ça. Je donne un exemple avec une présentation qui illustre parfaitement ça et qu'on aborde régulièrement. Un des sujets étonnamment les plus sensibles dans les organisations, c'est quand on déménage un siège social. Il faut savoir que voilà, déjà c'est un sujet super sensible parce qu'il faut embarquer les partenaires sociaux. La loi interdit de divulguer certaines choses avant d'avoir contacté certaines personnes. Et ça fait peur à tout le monde, vers quoi je vais, où je vais à mon bureau, où j'aurai ma plante, qui sont des questions ultra légitimes, même si dans ma manière de le dire, ça n'a pas forcément l'air. À un moment donné, pour répondre concrètement à la question, mon objectif de présence n'est pas le même. Si j'annonce pour la première fois à mes équipes qui l'ignorent qu'on va déménager, que si je viens leur expliquer le plan de déménagement à des gens qui savent déjà qu'on va déménager. Si effectivement j'ai devant moi des gens vent debout contre ce projet de déménagement et que j'arrive en vous disant « Bon, je vais vous annoncer une super nouvelle, on va déménager », à un moment donné, je ne peux pas me plaindre que les gens prennent mal, que je donne l'impression de mettre la poussière sous le tapis, parce que oui, concrètement, je suis en train de mettre la poussière sous le tapis. Et à un moment donné, définir un objectif de présence claire, c'est-à-dire que mon objectif est de les aider à penser quelque chose qu'ils ne pensent pas aujourd'hui, de changer leur ressentiment, de participer à changer leur ressentiment, pour essayer de faire évoluer leur comportement, là, je détermine un objectif de présence qui, pour moi, en tant qu'orateur, en tant qu'oratrice, est plus efficace. Et à un moment donné, j'ai devant moi des gens qui sont furieux. Je suis obligé de commencer en disant, à un moment donné, oui, le projet, il est compliqué. Vous savez parfaitement de quoi je vais parler. Je sais parfaitement que parmi vous, il y a des gens qui aiment ça et qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça. Et je suis obligé de vous donner raison. À un moment donné, on n'aide pas à quelqu'un à faire du chemin si on ne fait qu'essayer de prouver qu'on a raison. Faire entendre raison à quelqu'un, c'est d'abord tracer un chemin entre ses enjeux, les convictions qui sont les siennes, la posture qui est la sienne, et de tracer un chemin vers vos convictions et vos enjeux à vous. Oui, aujourd'hui, vous êtes légitime de penser ça. Maintenant, à bien y réfléchir, je suis tout aussi légitime à penser ça. Si on trace un chemin entre votre inquiétude légitime et le projet que je suis en train de vous mener, ça veut dire qu'on a quelque chose à faire ensemble et c'est ça que j'aimerais que vous écoutiez aujourd'hui. Et j'ai fait exprès pour qu'on ait du temps à la fin pour qu'on ait envie d'échanger. Si à un moment donné, vous ne construisez pas votre propos contre les autres, mais en allant les chercher sur leur terrain pour les accompagner sur le vôtre, je ne dis pas que ça marche à chaque fois, mais vous avez beaucoup plus de chances de les embarquer que si vous partez du fait que c'est aux gens qui vous écoutent de s'adapter à ce que vous allez leur dire. Mais ça, effectivement, ça demande un travail particulier et ça demande à bien séparer quel problème je vais résoudre. J'ai des gens qui sont inquiets, de quelle résistance je vais lever, ils ne croient pas à mon projet. Et d'un seul coup, effectivement, je vais pouvoir les prendre où ils sont et construire efficacement mon argumentation. Merci Sébastien pour cette réponse. Effectivement, quand on est face à un public d'emblée réticent, forcément le contre-argument ne fonctionne pas, puisque leur réalité, c'est que ça change beaucoup trop de choses pour eux, ou en tout cas pas dans le bon sens. Et il est extrêmement important d'aller chercher son public sur son propre terrain, plutôt que de faire passer les idées de force. Ça fonctionne toujours beaucoup mieux. On prend une prochaine question, on verra si on a le temps d'en prendre une autre après, mais il y a une question qui a eu pas mal de votes, question de Maria, qui explique que Amazon déconseille d'utiliser les slides lors des réunions parce que la société juge cela inefficace. Qu'est-ce qu'on en pense chez nous, chez The Presenters ? Qu'est-ce que j'en pense chez The Presenters ? J'en pense que, alors ça répond à, cette décision répond à un vrai enjeu, c'est que les présentations est devenu un synonyme d'ennui et de pénibilité. C'est terrible quand on sait que c'est pendant les présentations qu'on est censé se fédérer autour des idées. Et du coup, les organisations déterminent plein de règles. Alors, il y a des règles qu'on croit souvent, c'est par exemple des COMEX qui disent « nous, on ne veut pas plus de 5 slides ». Alors, c'est simple, comme on donne cette contrainte à des gens qui se disent « il y a que 5 slides, ça devient des sapins de Noël ». Comme on n'a que 5 slides, on en fout partout. Et c'est comme ça qu'on a des slides comme les slides de nos chers ingénieurs de chez Boeing. Et il y a des règles comme celle effectivement, le nom du patron d'Amazon m'est sorti de l'esprit. J'ai peur de dire une bêtise du coup parce que comme tu ne sais plus. Dans le chat, on va bien nous dire Jeff Bezos. Oui, voilà. Jeff Bezos. Effectivement, Jeff Bezos a interdit pour le top management l'usage de PowerPoint. Mais il ne s'est pas arrêté là.
Oui, merci Louis. Il s'est pas arrêté là. Hein. Il a dit chaque réunion doit commencer par un mémo qui est lu à l'Assemblée, un mémo de 4 à 6 pages qui est lu à l'Assemblée et qui est conçu sous la forme d'une histoire. Vous imaginez le temps qu'il faut pour construire un truc qui va être lu à tout le monde. Le temps qu'il faut en tête de réunion pour écouter tout ça. Donc oui, on est aligné. Moi, je me dis que le temps qu'il faut pour le préparer et le transmettre, c'est beaucoup plus efficace de faire le travail, d'être clair sur ces enjeux quand on prend la parole, clair sur notre de présence, clair sur l'idée qu'on va exprimer, et de travailler avec des structures narratives pour optimiser et maintenir l'attention que les gens vous accordent. Et effectivement, travailler le duo orator-slide, c'est ce qu'il y a de plus puissant, parce pour une raison simple, hein, c'est quid des visuels, bah voilà, merci, je vois j'allais juste parler des visuels. Hein. Le meilleur argument pour PowerPoint, c'est qu'on considère qu'on retient 7 fois plus un message quand il est associé à une image. Et PowerPoint, ça doit servir à ça, à ancrer pas à pas les idées clés pour accompagner le public sur le chemin de votre pensée et ancrer fermement ce que vous voulez que le public retienne. Et c'est pour ça que sur mes slides, il y a des choses que j'ai écrites parfois plus gros que d'autres. Il y a des choses qui étaient écrites en petite qui accompagnaient mon raisonnement et il y a des choses écrites en plus gros qui étaient des choses que j'avais envie que vous reteniez. Et je rebondis là-dessus parce qu'effectivement, alors j'essaie d'être exemplaire dans cette présentation et j'ai vu une des questions, c'était en quoi moi j'ai appliqué la méthode pour rendre désirable tout ça. Alors j'espère que je l'ai rendu désirable, ça c'est vous qui me le direz. Moi c'est mon objectif de présence, mais c'est pas à moi de répondre à la question, maintenant c'est à vous. En revanche, les 4 temps sont les 4 étapes que j'ai suivies. Alors, j'ai pas pris cette précaution oratoire. Derrière ces 4 questions, il y a des ingrédients concrets de la méthode que je ne dévoile pas à chaque fois parce que c'est un peu notre savoir-faire. Donc, venez en formation, appelez-nous et puis évidemment, là, effectivement, on vous donnera toute la méthode. On essaie juste de garder quand même quelques secrets, même si on veut donner des exemples concrets. En revanche, ces 4 étapes sont 4 étapes que j'ai strictement respectées. J'ai commencé en intro à répondre qu'est-ce qui empêche de dormir la nuit en précisant qu'effectivement, aujourd'hui, expert, c'est pas simple, mais que si on veut embarquer les autres, on est obligé d'embarquer des gens qui en savent moins que nous, et donc du coup, c'est ma responsabilité d'expert. Je ne vous ai pas dit, pour rendre mon idée désirable, qu'il fallait être simple sans être simpliste, je vous ai dit ça, mais avant de vous dire ça, je vous ai partagé des convictions. Je vous ai dit que dans un monde où on a l'impression de trop en savoir, c'est la responsabilité des experts de rendre désirable tout ça. Je vous ai dit qu'il y avait un moyen pour y arriver et qu'il y avait une voie sur un fil pour prendre la parole et simplifier sans être simpliste. Derrière, j'ai eu toute mon argumentation avec les 3 défis à relever. Faire simple, c'est pas simple. Je dois réussir à influencer sans faire du bullshit et je dois avoir une structure pour y arriver. Et j'avais un temps rapide de conclusion. Donc, cette trame, c'est une trame qui permet de construire l'ensemble de vos interventions sous la forme d'une histoire. Et clairement, si on vous la conseille, c'est d'abord parce qu'on l'utilise nous-mêmes. Merci beaucoup, Sébastien. On a encore quelques questions, mais j'aimerais prendre ces dernières minutes pour… on avait parlé de l'eau à gagner au début. Donc, nous ne vous avons pas oublié. On souhaitait répondre aux questions en priorité pour permettre à ceux qui avaient besoin de partir de filer. Le tirage au sort a été effectué. Donc, comme expliqué au début, pour ceux qui n'ont pas suivi les premières minutes, nous offrons 1 heure de coaching à l'un d'entre vous qui prendra… la forme nécessaire, retravailler un pitch, retravailler une présentation, répondre à vos questions. Et le gagnant, donc la gagnante, pour le coup, on vous recontactera bien évidemment par email, mais pour ce coaching, c'est Maria Beliakova qui gagne. Je ne sais pas si Maria est encore parmi nous, mais nous serons très heureux de vous accompagner sur 1 heure de coaching sur le sujet de votre choix. Donc, félicitations à vous. Et nous avions un deuxième lot qui était le livre Prenez la parole dont Sébastien a parlé à la fin de la présentation. Un super livre de 10 séances d'auto-coaching pour apprendre à mieux présenter vos idées. Et là, c'est un gagnant. Alors, je suis désolée d'avance si je prononce mal le nom. C'est Mathieu Werth. Je ne sais pas trop comment je prononce, si ça se présente à la française ou non. Donc, Mathieu, félicitations. Nous vous contacterons par email pour vous envoyer ce livre à l'adresse de votre choix. Top. Bon, 12h10, quand même, il est temps d'aller déjeuner. Encore une fois, on pérennise le rendez-vous et donc on vous donne rendez-vous le 6 juillet sur comment se vendre soi-même et on vous enverra les invitations. Merci encore une fois pour tous ceux qui vont prendre le temps de nous laisser un commentaire sur Google ou via notre formulaire. Vous savez à quel point, encore une fois, la recommandation est importante.
Du coup, je me prépare dès maintenant pour le prochain sujet de juillet et je me réjouis de rencontrer Maria. Donc, pensez bien, Maria, à avoir un sujet en tête et on se fera 1 heure ensemble pour vous aider à clarifier vos idées. Je vous souhaite une excellente pause déjeuner, une bonne après-midi et à très bientôt. Au revoir. Bien, à très bientôt. Bonne journée à tous.